passe maintenant à une sorte de table ronde, donc autour de ces questions. Vous avez vraiment évoqué quantité d'aspects. Je pense que à partir un peu de toutes ces remarques, il y a la relecture, tu évoquais Sébastien Cthulhu, il y a la relecture de tout ce legs, c'est-à-dire la relecture de Lovecraft, la relecture des monster movies de l'âge atomique, la relecture du body horror, parce qu'en fait, les parasites sont le jeu un peu entre le macrocosme et le microcosme et le jeu des échelles, qui est la grande question de tous ces films de colossalisme. Donc, c'est la différence entre le colossalisme de la menace, qui, comme tu le disais bien, est un bébé menace, et on attend le papa et la maman de la menace. Donc, toujours, ça me rappelle les réflexions d'un pusher qui présentait sa drogue comme le papa de King Kong, donc en disant c'est encore plus fort que King Kong. Donc, l'idée d'une échelle qui est toujours en train de nous dépasser, et là, l'aspect régressif aussi, c'est l'enfant qui se retrouve par rapport à un monde surdimensionné dans lequel il est impuissant. Jeu typique des films des années 50 qui trouvait son antithèse dans L'homme qui rétrécit, de Shrinking Man, qui était l'autre version du gigantisme. Donc, d'un côté, le jeu de ce legs, donc, des différentes échelles, le monstre colossal, mais aussi le parasite qui, lui, est plutôt du côté de l'infinitésimal et de la menace qui s'infiltre dans le corps. Et là, on rejoint nos virus qui nous pourrissent un peu la vie quand même depuis 1 an et demi. Donc, cette prolifération de menaces, c'est aussi une prolifération de signes, une prolifération de références. Et donc, on a un peu dans tous ces films-là l'idée d'une sorte de catalogue des figures de la menace, catalogue des figures de l'horreur, catalogue des espaces de l'horreur et catalogue des événements horrifiques ou des événements monstrueux. Donc, le fait que ce soit par la miniaturisation des écrans des smartphones que la menace colossale est présentée, c'est aussi une réflexion, variation intéressante autour de cette question des échelles et cette question des références, puisque comment se situer par rapport à cette tradition hypertrophiée? Rappelons que des monster movies et leur version japonaise, les kaiju, il y en a eu des centaines, littéralement. Donc, on est dans un réservoir dont des gens comme Abrams sont parfaitement conscients, c'est-à-dire l'immensité de tout ce corpus et de toutes ces références. Donc, une des façons curieuses de s'y réintéresser, c'est à travers la nouvelle technologie qui, elle, est miniaturisée et qui donc permet ce jeu très néo-baroque entre l'immensité du monstre et la petitesse de l'écran, sur laquelle joue évidemment l'autre écran qui est celui sur lequel nous sommes en train de voir les scènes. Donc, effectivement, les niveaux de réappropriation sont extrêmement intéressants. Et un autre aspect de réappropriation de ces univers que vous avez évoqué aussi, c'est le jeu du marketing qui devient lui-même récit, puisque ça a été une des originalités du premier Cloverfield, mais ça avait été aussi une des originalités du film qui un peu avait créé le sous-genre du found footage horror, donc dans lequel s'inscrit Cloverfield comme variante, qui était donc Blair Witch Project, qui était un film très fauché à la base, mais qui a connu un lancement de blockbuster, donc avec ce paradoxe très étrange que le produit cinématographique lui-même est un film dans la tradition des films fauchés série B, série Z, mais que le traitement que l'industrie lui donne, c'est celui d'un énorme événement, justement, blockbuster. Et c'est ce que reprend de façon programmatique Abrams en tant que producteur,
en faisant un lancement qui est lui-même déjà un univers et dans lequel il y a notamment toutes ces petites obsessions dont on n'a pas eu encore beaucoup le temps de parler, mais le slow show. Donc, l'idée même du truc bizarroïde qui est ce produit smoothie produit par une compagnie japonaise vaguement inquiétante dont on voit proliférer en guise d'Easter eggs le logo un peu partout et les références au slow show que l'on retrouve dans plusieurs autres films de Abrams et auxquels il y a toujours des sortes d'allusions et qui emblématisent justement ce que c'est qu'un Easter egg. Donc en fait, c'est peut-être aussi une des originalités de la franchise et du film de Cloverfield que d'être présenté déjà comme un jeu d'énigmes qui a créé un horizon d'attente et qui joue avec quantité d'éléments. Et Sébastien, tu évoquais le nuage qu'on peut interpréter comme un profil du monstre, mais il y a aussi le dédoublement de l'affiche sur laquelle on verrait le monstre non plus sur le nuage en haut à droite, mais au centre des tours qui devient un peu comme les tours jumelles au fond de Manhattan, en activant tout l'imaginaire et l'angoisse de l'attentat du 11 septembre. Le fait que les nuages vont par la suite jouer un rôle sur lequel vous avez insisté, donc Juliette aussi, tu l'as évoqué, et le monstre qui apparaît dans les nuages finalement. Donc, au fond, le fait que ça se construit comme un immense jeu d'énigmes et cette sorte de ludification de l'expérience cinématographique, où, au fond, le film n'est lui-même qu'une miniaturisation à l'intérieur d'un univers plus vaste et que la menace elle n'est pas réduite au film, mais qu'elle lui préexiste et le dépasse. Donc, c'est aussi une des originalités par rapport à un monde saturé de références, comment se positionner. Et d'ailleurs, Abrams lui-même s'est expliqué par rapport à ça, par rapport à la campagne de publicité, en disant, par rapport à l'immensité publicitaire des blockbusters, etc., il fallait faire quelque chose de radicalement différent. Et c'était le fait qu'il n'y avait pas du tout de contextualisation et que ça ne fonctionnait pas du tout comme un trailer, mais que c'était comme un extrait lui-même, parallèle à ce qu'on aurait trouvé comme un autre found footage, un extrait de found footage où il n'y avait pas de titre, il y avait juste la date de l'événement, justement, pour reprendre le terme invoqué à juste titre par Sébastien. Donc, en fait, l'originalité et l'ingéniosité de Cloverfield, elle est autant en dehors de l'œuvre que dans l'œuvre. Et c'est aussi un des paradoxes du fait que par rapport à ce monde tellement saturé de références, de monstres, etc., qui d'ailleurs, je pense que c'est aussi quand Cloverfield apparaît en 2008, c'est un curieux moment par rapport à l'histoire des monster movies, parce qu'il n'y a pas eu encore l'immense retour que par la suite il va y avoir, et qui d'ailleurs, selon Abrams, explique la mort un peu de la franchise Cloverfield en disant, bon, voilà, ça a été Pacific Rim, etc. Le genre a été réinventé et il a été resaturé, et donc il ne ressent plus le besoin, apparemment, bien qu'on ne sait jamais avec ces déclarations qui sont quand même aussi des coups de pub. Donc, on ne sait jamais à quel point c'est un véritable argument artistique, esthétique ou justement commercial et tout simplement que l'argent n'a pas été réuni pour ce projet, n'a pas été greenlighté et que donc on l'explique comme ça. Mais disons qu'en 2008, c'est encore un moment où on peut se dire que le genre monster movie est un peu has-been ou est un peu latent, qu'il a été, qu'il ne suscite plus l'engouement. Et donc, comment le révisiter? Ben, c'est justement un peu comme un peephole par la pointe de la serrure, donc en le voyant comme des voyeurs incertains, imparfaits, ne pouvant saisir ni la totalité du corps de la menace, ni la totalité de la menace, ni la totalité du contexte. Et donc, voilà un peu, si vous voulez, résumant aussi un peu ce que moi, vos réflexions
suscité. Et évidemment aussi l'aspect de The City of End, c'est le titre du livre de Max Page consacré à la destruction systématique et réitérée de New York dans la culture populaire. Ça remonte au 19e siècle. C'est une des grandes icônes. Il y a d'ailleurs une très belle page web de Patrick Pécat consacrée à toutes les fois où la Statue de la Liberté a été décapitée, ensevelie, démantibulée, déconstruite, etc., etc. Et autant dans des publicités enfin, un peu partout. Donc, c'est un très beau catalogue de ces images-là. Évidemment, on pense à la planète des singes comme une des références incontournables, mais c'est un peu systématique. Et d'ailleurs, le référent qui a marqué Abrams de la décapitation comme telle, c'était donc le film de Carpenter dystopique où New York est devenu une prison de haute sécurité, Escape from New York. Et donc, c'est à partir d'un ingrédient de ce film-là que la vision de Cloverfield, que la vision de la statue décapitée par le monstre apparaît. Ce qui est aussi une inversion intéressante par rapport à la tradition des héros qui décapitent les monstres ou les dragons. Et ici, c'est l'inverse donc qui se produit. Et puis, parallèlement, le point de gestation d'Abrams, ça a été au Japon, justement. Et donc là, on retrouve une sorte de boucle intéressante par rapport au film. C'est quand Abrams était pour la promotion de Mission Impossible 3 avec son fils au Japon et qu'il était entouré évidemment de toute cette panoplie colossale des boutiques japonaises avec toutes les sortes de variations possibles et imaginables sur les kaijus existants et qui aurait formé donc cette idée pour Abrams de, selon lui, créer le Godzilla américain. Et il dit, j'aime bien King Kong, mais je voulais un Godzilla américain. Bon, ce qui est très américain aussi, évidemment. C'est toujours le colossalisme américain, repris par les Japonais et qui revient aux États-Unis. Donc, une circulation transculturelle aussi assez marrante et assez révélatrice de toutes ces inquiétudes dans une époque, comme vous l'avez tous évoqué, résolument anxiogène et résolument marquée par le désordre, le nouveau désordre mondial cette idée donc de la nostalgie qu'on retrouve un peu partout, effectivement, comme tu l'as bien dit, Victor, la nostalgie des figures d'horreur qu'on aime, c'est-à-dire les figures d'horreur avec lesquelles on joue. Et pour le parler encore avec les termes de la régression, effectivement, c'est l'objet de transfert. Au fond, c'est le truc de Winnicott, c'est que ces monstres sont des peluches, sont devenus des peluches, et que retrouver ces monstres, c'est retrouver le peluche aussi. Donc à la fois la peur, mais une peur comme le zombie qui est hautement fictionnalisé. Et donc, on préfère se confronter à des peurs hautement, dont le potentiel anxiogène est quelque part complètement marqué, encadré par le pacte de fiction. Et on aime se faire peur avec des choses dont nous savons qu'elles ne nous menacent pas réellement à ce point-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de mèmes assez sympathiques sur le virus et sur tout ce qui se passe en disant, bon, on attend l'invasion extraterrestre, évidemment. Après tout ça, il ne reste plus que l'invasion. Il n'y a pas eu l'invasion zombie, on a eu le virus. Bon, là, c'est les Martiens. Ça va être 2022. Il y a eu beaucoup de memes comme ça pour 2021, etc. Donc, c'est l'idée de quelque chose qui à la fois nous rassure. Donc, le Forda dont tu parlais aussi avec Sébastien, c'est cette idée aussi que c'est un monstre qui est malgré tout rassurant, mais auquel on veut redonner son potentiel initial de surprise qui avait été un peu perdu par les multiples itérations et par l'hypertrophie iconique de ces monstres-là. Donc l'idée de ne pas le montrer, c'est à la fois le meilleur choix
possible, dans le sens que on défamiliarise, au sens des formalistes russes, donc l'Australiens, on défamiliarise la menace trop familière. Et comme ça, on la réactive, mais en même temps, on retrouve le plaisir, etc. etc. Enfin bon, c'est le type de boucle. Alors, je ne sais pas sur quel aspect vous voulez rebondir là-dedans. La discussion est ouverte. Oui, Sébastien? Moi, simplement pour commencer, il n'est pas exclu qu'il y ait un Cloverfield 4, Oui. puisque la rumeur court que pendant le confinement de 2020, des scènes du Cloverfield 4 auraient été tournées à Paris Ah, et c'était le qui bon moment. serait, Ça, c'est clair. et qui serait un retour dans le passé. On n'en sait, enfin, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, j'en sais pas plus. Mais non, mais c'est toujours ça aussi, c'est viral. C'est-à-dire, des scènes auraient été tournées d'un Cloverfield 4 dans le Paris désert du vrai confinement, du seul vrai confinement qu'on a connu, c'est-à-dire avec personne dans les rues, etc. Donc, c'est pas complètement écarté. Je sais pas, Antonio, si on aura l'invasion extraterrestre que tu appelais de tes voeux à la suite du virus, mais en tout cas, il n'est pas complètement exclu qu'on ait le Cloverfield 4. Ça sera Oui, intéressant. oui, d'ailleurs, la formule est très itérative, c'est-à-dire que la formule de la franchise, ce qu'elle a permis, au fond, c'est très astucieux, et ça, c'est l'aspect aussi très commercial d'Abrams, c'est que d'un côté, ça a permis d'agglutiner des scénarios qui n'étaient pas du tout Cloverfieldiens au départ, c'est ce qui s'est passé avec les deux autres itérations, et au fond, à peu près n'importe quel scénario de horreur ou de science-fiction qui incarne, qui introduit un type de menace un peu indéterminé, peut parfaitement se voir revampirisé ou remonstrifié en formule Cloverfield. Et puis par ailleurs, comme on l'a beaucoup signalé dans les geeks, etc., sur les rapports entre les trois films, il n'est pas du tout clair si ces films ont un rapport d'explication mutuelle ou s'ils apparaissent dans trois univers différents. Puisque est-ce que donc la capsule de la fin, c'est ce qu'on voit dans la fin du premier film, qui donc et ce n'est pas le monstre, mais que c'est la capsule, donc la navette spatiale qui apparaît. Est-ce que c'est un autre monde dans lequel les personnages du troisième film apparaissent, et ce n'est pas la Terre telle que nous, enfin, notre univers de référence, mais que c'est une autre Terre à un autre moment qui est en train de connaître l'invasion à un autre moment de son existence. Et donc, ça ouvre effectivement des possibilités de multivers à l'intérieur de ce Cloververse, où on peut imaginer que Cloverfield apparaît dans l'Empire romain, que Cloverfield apparaît dans la Première Guerre mondiale, que Cloverfield apparaît dans un monde où il n'y a pas de… enfin, là, on peut tout imaginer, quoi. Donc, l'idée que c'est une franchise résolument ouverte, à la fois par le type de sa menace et à la fois par les liens très, très lâches qui sont tenus entre ces parties. Et au fond, le fait aussi que c'est l'archétype du monstre, tout simplement, et que donc c'est réduire contrairement à Godzilla qui a une identification très forte, où on a vu un peu toutes ces évolutions, presque ces états d'âme. On peut imaginer presque une version nouvelle vague de Godzilla. On a connu beaucoup de ces itérations, beaucoup de ces rôles protecteurs, rôles destructeurs, etc. Alors que là, on reste dans c'est la pure menace qu'on appelle. Et d'ailleurs, Cloverfield, ce n'est pas très clair non plus qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que c'est Cloverfield en soi, le terme. Et, et du coup, ça permet que le monstre reste éternellement protéiforme. Oui, Victor? Oui, bah, plusieurs choses. Alors, la question du multivers, je pense qu'effectivement, maintenant, quand on regarde un petit peu les sites de fans, les encyclopédies, etc., c'est la théorie qui est la plus courante, donc où le troisième film, finalement, justifie tout, en quelque sorte, par le discours du scientifique qui dit ça va ouvrir des dimensions parallèles, ça peut avoir un impact aussi sur le passé,
Donc, potentiellement, tout est reconfiguré et ça invite à regarder les 3 films comme se passant dans des dimensions parallèles, en fait, il me semble. Avec en plus cet argument commercial imparable qu'en cas de gros succès d'un des films, il y a une possibilité de lancer une nouvelle franchise. C'est-à-dire qu'un film, un monde, donc potentiellement une suite de films directs si, par aventure, l'un des films devait être, enfin particulièrement là les suites devaient être un énorme carton, il y a une possibilité d'en faire un univers à part, il me semble. Donc il y a ça aussi qui est à mon avis vraiment marquant dans cette manière de faire. Et j'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié ce que tu as dit en deuxième, Antonio. C'est là-dessus que je voulais réagir et j'ai oublié. Ouais, je peux peut-être moi-même oublier, mais non, Par mais quoi est-ce tout que est finissait? possible que les liens sont, que la créature est protéiforme et que les liens entre les itérations sont protéiformes aussi. Ouais, mais j'avais autre chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave, fatigué. Et d'autant plus vrai, à mon avis, que le premier Cloverfield, en tout cas, s'ouvre vers des univers qui ne sont pas cloverfieldiens. C'est pour ça qu'il y a le polygone du projet Dharma qui est accolé dans le générique initial. Enfin, le générique qui n'est même pas vraiment un générique, c'est justement anciennement appelé autrefois Central Park, etc. On reconnaît le polygone du projet Dharma de la série Lost, qui était d'ailleurs aussi une production Bad Robot, et que ça permettrait d'interpréter aussi l'île de Lost de façon un peu différente, et ensuite, en une sorte de retour, en quelque sorte, de voir toutes ces naissances de monstres comme le produit d'expérimentation du fameux projet Dharma, y compris dans l'exploration spatiale, etc. Donc, moi, au début, j'avais une conception un peu plus simple de l'affaire. C'est-à-dire, je pensais que le 3 était le début. C'est-à-dire, ils ouvrent une faille spatio-temporelle, un monstre tombe sur Terre, je veux dire notre Terre, et pas celle du deuxième univers. Un monstre tombe sur Terre et on le voit s'écrouler dans la baie de New York. Puis c'est le qui débute, que sorte, et le deuxième est la fin. C'est comme ça que je voyais l'affaire, en quelque sorte. Je voyais 3-1-2. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu gênant à penser que c'est la capsule qui tombe dans la baie de New York, enfin, soit aux abords de Coney Island. Il y a quelque chose d'un peu gênant parce qu'on nous dit que la capsule, elle va tomber, je ne sais plus si c'est de se rendre à l'endroit où la capsule va atterrir ou amérir. Et lui réclame, non mais dites-leur d'arrêter, etc. Alors que nous, on voit déjà la capsule tomber. Donc j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, sauf à penser que le monstre du premier avait été propulsé par la déchirure la déchirure spatio-temporelle du 3, en quelque sorte. Ça allait à l'encontre de la plupart des interprétations geeks, mais ça me semblait plus proche, en réalité, d'une logique terrestre et pour ainsi dire euclidienne. C'est-à-dire, il y a un début, il y a une fin. Voilà, bon. Aristotélicienne. Mais toute la question, c'est que est-ce qu'on est encore dans un monde aristotélicien pour ces fictions? C'est le cas pour l'univers Marvel, pour l'univers Star Wars, pour tous ces univers-là. Et encore une fois, c'est relié aussi à la question de la saturation. Dans ces autres franchises, du fait que les franchises ont un passé et une mythologie qui est déjà absolument hypertrophiée et donc qui exige constamment des rearticulations, etc. Mais un déplacement rigolo de ces questions de continuité, c'était la notion du slushoverse. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est assez rigolo et quelque part un peu Lovecraftien, parce que c'est l'idée que peut-être cette histoire, c'est une histoire de slusho. Et ça, c'est très curieux parce qu'on se dit, c'est peut-être pas du tout la grande menace qu'on voit, mais c'est peut-être une menace beaucoup plus bizarre qui est une sorte de marque de smoothies ou de junk food quelconque, et que c'est peut-être ça qui est le vrai enjeu de la vraie conspiration. Et que c'est peut-être, et là, on peut évidemment imaginer les ramifications que ça a. Les gens ont trouvé, donc les geeks se sont amusés à trouver des références à Slusho un peu partout chez Abrams, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on commence à voir des publicités de Slusho dans d'autres trucs, et ça ne m'étonnerait pas que Macron, dans un de ses discours, fasse une réflexion sur le Slusho, parce qu'on est dans un monde de la conspiranoïa totale, et que ce qui est assez curieux, c'est que nos fictions commencent à ressembler très étrangement à ces esprits
qui s'affirme sans cesse sur les réseaux sociaux, totalement envahi par des récits labyrinthiques où tout est dans tout. Où effectivement, on n'a jamais été sur la Lune, mais c'est Orson Welles qui a filmé les séquences du Apollo. Non, Kubrick qui aurait fait ça, parce qu'il avait fait 2001 que la NASA avait aimé, et que dans Shining, Kubrick essaye de dire aux spectateurs, nous n'avons jamais été sur la Lune. Enfin bon, ce genre de truc qui est sans fin, labyrinthique. Et donc, c'est assez curieux parce que le jeu sur le slow show, le jeu sur la compagnie, qui a peut-être provoqué par ses études sur les algues et de la bouffe, de la malbouffe à partir des algues, aurait peut-être provoqué ce monstre, qui est peut-être un monstre végétal, une sorte de mutation étrange, etc., etc., ressemble beaucoup au labyrinthe de l'interprétation du complotisme at large, généralisé. Donc, c'est assez curieux qu'on voit comme un stade néo-baroque des croyances et même de l'idéologie, au fond, et un stade néo-baroque des fictions. Et Abrams en a été un des créateurs, en fait, parce qu'avec Lost, etc., ça aura été un des amplificateurs de ce type particulier de vision du monde. On est vraiment dans une vision du monde, je pense, de la conspiration. Et donc, ce qui, a priori, n'était qu'un film de monstres, devient une conspiration. Mais je pense que c'est finalement, on retombe sur l'anxiogène dont parlait Lorraine. Ce qui est extrêmement anxiogène, c'est de penser que peut-être s'il y a encore pire que le monstre. Oui, Il oui, bien y a sûr. le pire, c'est la logique qui a engendré l'idée qu'on pourrait avoir un imaginaire de monstre. C'est un peu ce qui se passe dans l'adaptation filmique de Myst de King. C'est-à-dire, finalement, le pire, c'est pas les monstres qui sont dans le brouillard. Le pire, c'est que quand on est réfugié dans le mall, dans le centre commercial, il y a la vieille folle qui tient des discours post-apocalyptiques et religieux, etc. Et que c'est elle, en quelque sorte, qui a engendré la peur du monstre extérieur à force de distiller la culpabilité, l'horreur du corps puritain, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne peut vivre que dans la culpabilité. Il y a tout ça. Et je pense qu'il y a une longue histoire. Il faudrait vraiment faire il faudrait consacrer, bon là on a déjà tellement de projets, mais quelque chose qui serait sur le monstre. Oui, bien sûr. Les Oui, monstres. c'est la reconfiguration dans le nouveau millénaire de la figure du monstre. Une chose aussi dans cette menace bizarre que serait le slow show, ce que je disais aussi, c'est que c'est un peu Lovecraftien dans le sens que, en jouant sur l'échelle, la menace n'est pas tant l'échelle du monstre, mais c'est l'insignifiant qui nous renvoie à une insignifiance humaine totale dans le cosmos, une sorte d'horreur cosmique. Et que ce soit un slushy, un smoothie qui paraît comme un truc totalement anodin, alors qu'on sait que c'est plein de calories, que c'est vraiment pas bon pour les enfants promis à l'obésité aux États-Unis, etc., etc., et que c'est aussi une sorte d'empoisonnement collectif des États-Unis, qui lui a l'air anodin, l'air de rien, etc., etc., mais que c'est cette menace anodine, insignifiante, qui renvoie à une sorte d'horreur cosmique. Et donc ce jeu-là aussi, très particulier. Antonio, tu parlais de l'homme qui rétrécit. Dans l'homme qui rétrécit, à vrai dire, on avait cette histoire de changement d'échelle, Oui, devenant jusqu'à devenir plus qu'un atome, mais tu sais, la fin, aux oui, yeux de Dieu, même l'atome est important, etc. Mais en réalité, les monstres, enfin, le chat devenait monstrueux, mais c'était un animal comme on le connaît, on le connaît. L'araignée devient monstrueuse parce que lui est devenu si petit que ça devient un monstre terrible. Et je me demande si c'est du même ordre, enfin, du même ordre de jeu sur le petit et le grand dans le cas de l'homme qui rétrécit, par exemple, ou dans le cas du troisième Cloverfield, avec cette gueule énorme de monstre dont Victor a parlé. je pense que le petit dans Cloverfield, c'est le parasite, c'est-à-dire, enfin, et que donc ce qui devient menaçant dans le slow show, c'est l'idée que peut-être nous sommes en train de consommer ce qui va nous rendre ou nous transformer. Donc le body horror. Donc c'est pour ça que c'est curieux que Cloverfield, dès le début, joue entre ces deux échelles de la menace, donc ce qui infiltre notre corps
et par son caractère infinitésimal, menace microbienne si l'on veut, et de l'autre côté, ceux qui nous dépassent complètement dans l'autre sens de l'échelle. Lorraine, tu voulais ajouter quelque Bah, chose? je trouve aussi le fait que, quand on parle de ces fameuses échelles au niveau du monstre, je trouve qu'en fait, c'est le monstre se met à tous les niveaux. C'est-à-dire que plus on va tenter d'aller vers le haut, plus il va être immense, et plus on est proche du sol, et plus il va avoir tendance à venir vers nous. Donc en fait, je trouve que le monstre, ici, il a un rôle indéniable d'un point de vue de l'échelle, où il a cette capacité à pouvoir se réduire et se grandir à une vitesse incroyable. On pense notamment aux tunnels, comme l'évoquait Juliette, où là, on a des espèces de bébés monstres. On se retrouve dans The Cloverfield Paradox avec le monstre immense qui va au-delà des nuages. Et en même temps, dans le premier opus, on a le monstre qui se met à l'échelle des hélicoptères et qui, en fait, est menacé partout. Donc, je trouve que l'échelle ici, elle est vraiment montrée comme quelque chose qui s'adapte, en fait. Le monstre s'adapte à notre grandeur, finalement. Donc, on est touché, peu importe ce qui se passe. On ne peut pas s'en sortir. Et dans The Cloverfield Paradox, on a cette preuve-là avec les vers, notamment, qu'on retrouve dans Volkov. Et en fait, il est partout. Il peut être, comme vous le disiez, infinitésimal, mais vraiment minuscule, presque de l'ordre de l'atome, jusqu'à devenir immensément grand. Donc la question de l'échelle, elle est vraiment indéniable, et c'est vrai qu'il y a des choses à faire là-dessus sur le fait de se mettre à la portée d'un point de vue de l'immensité ou de la petitesse. Surtout que la scène du tunnel dont parlait Juliette, non seulement c'est des petits parasites, si j'ose dire, c'est le coup, c'était une belle expression, c'est les bébés monstres. Non seulement c'est des petits parasites par rapport au gros monstre qui est en surface, mais en plus ils renversent le monde cul par-dessus tête, parce qu'il ne marche pas sur le sol, mais sur le plafond. Donc, c'est comme si notre monde était renversé. La bande d'amis marche sur le sol comme nous, mais les autres marchent au plafond. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion entre le sommet et la base, entre le bas et le haut aussi, qui se produit dans ces espaces dont Juliette nous a parlé. Et je pense que ça aussi, ça contribue à renforcer non pas la peur, mais l'angoisse. On n'aime pas tellement les mondes qui sont les mondes qui correspondent pas à nos lois, en réalité, à nos lois physiques. Tu vois, Antonio, on en parlait il y a longtemps de ça. Tout ce qui n'est pas naturel inquiète. C'est pour ça qu'il suffit, pour faire peur aux enfants, de se mettre dans l'obscurité et d'allumer une lampe torche sous son menton. Comme on ne connaît pas naturellement de lumière qui vient du sol, ça provoque l'angoisse. Et il y a quelque chose qui me semble dans Cloverfield, lié aux espaces et aux échelles, qui tient à cela, ou qui relève de ça. Euh, et c'est un peu la même chose que des deux dimensions. La peur terrible, c'est aussi quand la Terre n'est plus là. La première frayeur qui leur vient, c'est que la Terre n'est plus là. Et puis ils la cherchent. Alors évidemment, ils la trouvent pas sur leurs appareils, mais ils se précipitent sur les hublots comme un enfant ferait, pour voir dans tous les hublots si elle est là, et elle est plus là. Et là, on a encore changé d'une autre échelle en quelque sorte. Voilà que la planète entière a disparu. Et c'est pour ça aussi que c'est très curieux que, contrairement à Godzilla, qui est le nom du monstre, etc., que Cloverfield, c'est le nom de l'anomalie elle-même, et qu'on ne sait pas en quoi consiste cette anomalie. Donc on sait qu'il y a des monstres, mais on ne sait pas si c'est exactement ça, l'anomalie Cloverfield. Et ce n'est qu'un symptôme. Et là, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais tantôt aussi, Sébastien, du symptôme en général, c'est que c'est un symptôme de son époque. C'est-à-dire qu'effectivement, ces monstres-là, c'est les monstres du id, comme dans la planète interdite, Forbidden Planet. Donc, c'est les monstres du ça. C'est au fond l'apocalypse américaine comme symptôme, et non plus tellement avec cette question étrange à nouveau des échelles et des rapports entre l'intérieur et l'extérieur, une menace qui vient autant de la psyché que de l'extérieur et du monde einsteinien, avec le troisième, avec le paradoxe de Cloverfield. Tu voulais dire, Victor?
Oui, rebondir en fait, parce que Sébastien disait dans les scènes souterraines, ça met le monde un peu cul par-dessus tête et la question des proportions, etc. C'est le truc de l'upside down en fait, je pense. Et c'est vraiment ça aussi, c'est un marqueur important, je pense. Et on peut relier de ce point de vue Cloverfield avec une série contemporaine comme Stranger Things aussi qui joue là-dessus. C'est-à-dire c'est le désordre total et l'irrationalité qu'on matérialise soit avec les questions d'échelle dont parlait Lorraine, soit carrément avec, et là on tombe dans Cloverfield Paradox, les dimensions parallèles avec des scènes hyper étranges comme celle de la scientifique qui se retrouve emmurée là, à l'intérieur de la station spatiale. C'est quand même une scène qui est saisissante en quelque sorte dans son irrationnel et où le bras aussi ridicule que ça paraisse dans le film. Il y a aussi ce côté monde absolument sans dessus-dessous et avec, je pense, la charge métaphorique que ça peut avoir aussi et qu'expliquerait la recrudescence peut-être de ces représentations. Là, le coup de la Terre qui disparaît donc le Cloverfield Paradox, c'est extrêmement puissant en quelque sorte symboliquement. Donc, c'est vraiment un aspect, je trouve, intéressant de tout ça, quoi. Le côté sans dessus-dessous, littéralement. Oui, et c'est peut-être presque un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus, que la franchise n'ait pas marché sur le terrain un peu plus lostien, si on veut, c'est-à-dire comme l'exploration elle-même des anomalies et au-delà du genre lui-même du monstre, avec lequel, par ailleurs, de toute façon, les films ont su jouer. Parce que c'est vrai que, et dans ça, Cloverfield Lane, c'est son originalité, c'est que ce n'est pas du tout, on n'est pas sauf dans les dernières 10 minutes, on n'est pas du tout dans le registre des codes du film de menace monstrueuse. Donc, les films ont su jouer avec ça, mais en fait, on peut bien imaginer, comme à chaque fois chez Abrams, c'est que c'est à la fois comme des univers énormes dont on voit quelques éléments. Donc, et c'est vrai que c'est un peu dommage que dans Cloverfield, le Cloververse n'ait pas pu se développer plus, peut-être plus du côté justement du slow show, etc., et moins le monstre comme itération qui est peut-être, elle, un peu fatiguée. Je me demande s'ils n'ont pas été débordés un peu par le terme même de Cloverfield à la suite du premier. Parce que moi, j'avais toujours pensé, avant qu'il y ait le 2 et le 3, je le voyais autonome, ce film-là, en quelque sorte. Et pour moi, Cloverfield, c'était le champ de trèfle. Le champ de trèfle, c'est exactement l'endroit de Central Park où Hud est écrasé par le monstre et où meurt le couple. Et comme au début, quand il se fâche, elle lui dit simplement, elle s'en va, quand Bess s'en va, t'es un monstre. Moi, je me disais simplement, voilà, ils meurent. Ils meurent tous les deux dans leur champ de trèfle, c'est-à-dire ils meurent à Cloverfield en quelque sorte, à cause d'un monstre qui est apparu parce qu'elle lui a dit en quelque sorte que lui-même c'était un monstre de s'en aller au Japon, etc. Et au début, je me disais, enfin, ça serait assez abramsien en quelque sorte. Il a une idée de terme, il a une idée de, c'est presque la métamorphose de Kafka. Tu es un monstre, tu es un cafard et le cafard apparaît. Tu es un monstre et un monstre apparaît. Et voilà qui va nous tuer sur le champ de trèfle à Cloverfield. C'est ton côté proustien, Sébastien. Je vois ça C'est mon très côté proustien. absolument proustien. Ah non, mais je pense que c'est. Non, mais c'est la recherche du temps perdu en mieux, cette histoire. Non, non, mais j'en suis encore une fois persuadé. Non, mais pour une raison simple, c'est la question du temps. Parce que ce qu'il lui demande à la fin de dire à la caméra, c'est est-ce que tu as quelque chose à dire pour la postérité? Bon, et de fait, c'est la postérité, c'est nous. Et c'est exactement la continuation, mais inversée, de ce qu'il lui posait comme question dans la grande roue de Coney Island. Qu'est-ce que tu as à dire à la caméra? Et elle disait, c'était une très belle journée. Donc c'est pour ça que je me disais, en fait, Cloverfield, c'est le contraire de Coney Island, c'est le champ de trèfle à côté de Ship Meadows à Central Park, et c'est là qu'ils sont tués. Et puis alors évidemment, comme ça a beaucoup marché, il y a eu le Cloverfield Lane, et puis il y a le Cloverfield Paradox, et peut-être un jour un Cloverfield 4 ou je ne sais pas quoi. Mais après, je me demande si c'était pas plus simple que ça au départ. C'est-à-dire simplement une sorte de comédie romantique qui tournait mal, une comédie romantique avec monstre en arrière-plan. À l'ombre de jeunes monstres en fleurs. Lorraine, tu voulais, oui?
Oui, je veux rebondir sur ce que tu disais, Sébastien. Justement, tu parles de cette temporalité et on a un indice qui est semé dès le début quand il est en train de filmer dans l'appartement du père de Bess et qui dit c'est déjà une belle journée. Alors qu'on se doute bien que ça va pas être une belle journée, que ça va mal se terminer. Et le fait que tu dises justement à la fin, il y a cette dernière image avant que le caméscope se coupe où elle dit ben, c'était une journée extra. Finalement, en fait, cette fameuse vidéo, on aurait tendance à dire, mais en fait, on la remet au début. Parce que c'est ce côté cyclique. On termine sur une note, entre guillemets, positive, qui annonce une journée qui arrive. Et en fait, ce film se regarde sans cesse. C'est tourner en rond, finalement. C'est reprendre l'événement, comme tu disais, reprendre au début et revenir à un événement positif qui entraîne des événements tragiques et du monstre qui finit par apparaître. Oui, je pense d'ailleurs, oui, excusez-moi, je pense qu'il y a une contamination intéressante qui est en train de se faire entre deux arts quand même très distincts, le cinéma et la série télé. Et au fond, des gens comme Abrams sont tout à fait là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait en train de, peut-on dire, contaminer, influencer, transformer, mais ils sont en train de greffer des éléments cinématographiques dans la série télévisuelle et ils sont en train de greffer des éléments de la sérialité télévisuelle dans le cinéma. Et au fond, cette question de la clôture ou non de l'œuvre, d'une œuvre comme Cloverfield, c'est parce qu'effectivement, je pense qu'elle peut être comprise à la fois comme boucle, donc cohérente et autotélique, mais en même temps, du fait que toute la machine du marketing et le fonctionnement même, je pense, de l'esprit d'Abrams est lui-même totalement sériel. Et que donc, c'est un peu le paradoxe Cloverfield, si l'on veut, c'est que c'était un premier film qu'effectivement, moi aussi, quand je l'ai vu au début, j'avais aucune idée de série ni de tout ça, mais que les itérations successives obligent à re-regarder d'une autre façon. Et donc, ça pose la question aussi du rôle du spectateur et du re-spectateur. Et donc, le fait que ce sont des films qui nous obligent à les revoir pour des multiples raisons. D'un côté, pour comprendre ces boucles, etc., mais aussi parce que les suites nous obligent à les réinterpréter. Donc, je pense que c'est effectivement ce qui fait qu'il y a les deux dans la même œuvre. Il y a le Cloverfield qui se ferme sur lui-même avec ces belles allusions, enfin, ces belles analyses que vous avez faites, qui, je pense, sont inhérentes au film. Et en même temps, c'est un film qui nous oblige par la suite à être reconfiguré. Ce qui n'était pas le cas dans les anciennes sequels. Ce n'est pas le cas Gremlins 1, Gremlins 2, Les Dents de la Mer, Rocky, etc. On n'est pas obligé de réinterpréter Rocky 1 parce qu'il y a Rocky 4. Mais là, c'est une logique qui est différente, qui nous oblige à réinterpréter donc les films anciens. Sébastien, tu disais? Oui, non, c'était simplement pour rebondir sur 3 points. Moi, d'abord, le troisième, si je ne me trompe pas, le paradoxe, c'est une production Netflix. Le troisième? Le Cloverfield Paradox, c'est une production Netflix. Ça va dans ton sens, Antonio. Netflix, c'est le haut lieu où la greffe, puisque tu prends cette métaphore-là, la greffe du cinéma sur la télévisualité, qu'elle soit sérielle ou téléfilmique. Netflix, c'est comme Prime, finalement. C'est les grandes plateformes de croisement de ces deux médias-là. Bon, donc, et j'étais plus sûr mais il me semble que j'avais eu du mal à l'avoir en DVD d'ailleurs, parce qu'il était visible que sur Netflix au départ. Ensuite, ce que tu dis, Antonio, c'est le phénomène de la rétrolecture. Moi, je pense qu'en réalité, ces films-là, ils sont drôlement. Je dis ça parce que je vois que tu te moques de mon côté proustien. Mais non, mais c'est tout à fait charmant. Et c'était très beau ton évocation du chant. C'était vraiment, c'est pour ça que je disais, là, c'est Proust, c'est Cloverfield vu par Proust. Et je pense qu'il n'y a que toi dans l'univers et dans les multivers à pouvoir faire une lecture qui s'intéresse au chant de trèfle dans Cloverfield. Parce qu'en fait, le génie de Proust, c'était justement d'imposer la rétrolecture. C'est-à-dire que quand tu étais arrivé à la fin du temps retrouvé, tu étais obligé de recommencer au début pour comprendre pourquoi le narrateur
où il était personnage était devenu ce qu'il était devenu. Là, j'ai l'impression que c'est le même phénomène de rétrolecture, justement. Ce qu'on n'a pas dans les Rocky, etc. À mon avis, ce qu'on a un peu plus dans les Rambo. Parce que le John Rambo, par exemple, il nous conduit à revenir au premier Rambo, le premier sang, pour voir comment il était devenu ça, en quelque sorte. Mais enfin, ça, c'est à part. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais le premier n'est pas altéré par la suite. Et c'est ça qui est très télévisuel. C'est que la nouvelle sérialité cinématographique, elle est totalement envahie par cette idée que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir vu la continuité pour comprendre cette évolution que tu évoques, ce qui est la sérialité classique, donc un personnage qui évolue à travers différentes itérations, mais qu'en même temps, on est dans une récursivité et que la nouvelle sérialité nous oblige à réinterpréter les itérations précédentes d'une façon différente qu'on n'aurait jamais pu. Parce qu'on n'aurait jamais pu, en tant que premier spectateur de Cloverfield, voir Cloverfield de la même manière que l'on peut le voir maintenant en sachant qu'il y a ces autres suites. Et Victor, tu voulais dire un truc aussi? Bah oui, par rapport à tout ça et à ce type de lecture, et pour revenir sur le titre, en fait, parce que, alors, je pense qu'il faut déjà partir du principe que peut-être qu'à l'origine, le titre n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire qu'il ne renvoie pas au contenu du film. On est peut-être conditionné avec, voilà, Godzilla, ça renvoie à la bête, voilà, King Kong, ça renvoie à la bête, etc., etc. Là, peut-être que c'est un titre qui a strictement aucun sens, en quelque sorte, et que c'est un jeu qui vise aussi à nous faire nous interroger sur quel sens on pourrait éventuellement donner. À un moment, je crois que Clover, c'était aussi le nom du monstre, mais dont on ne sait, enfin, je ne sais pas si c'est un nom qui a été donné par la production ou si ce sont les fans après sur les encyclopédies qui ont dénommé le monstre Clover, parce qu'il fallait aussi potentiellement donner un sens au titre Cloverfield. Bon. Et puis sur la lecture après qui change une fois qu'on a vu les trois, évidemment elle change graduellement, c'est-à-dire que après avec 10 Cloverfield Lane, ça nourrit aussi les interprétations des fans et ça nourrit la question théorie du complot et compagnie, puisque si ça s'appelle 10 Cloverfield Lane et que c'est la maison de quelqu'un dont on nous dit par touche discrète qu'il bosse dans les satellites, qu'il travaillait pour l'armée, etc. Donc ça veut dire qu'en fait Cloverfield, et ça donne un sens aussi au fait que l'opération militaire, quand on a retrouvé la bande à Central Park, c'est Cloverfield, je ne sais pas quoi. Puis ensuite, ça rajoute dans le troisième le fameux bouquin du scientifique qui s'appelle Cloverfield Paradox. Pourquoi paradoxe Cloverfield? Pourquoi ça s'appelle ce paradoxe, qui est visiblement une sorte de théorie quantique, ça s'appelle de la même façon que, enfin, tu vois bien, donc il y a à la fois le coup des univers parallèles, et puis ça permet aux questions de rester toujours ouvertes et aux fans de délirer. De cogiter. Oui, mais il y a aussi un référent tout à fait majeur qui est le Manhattan Project. Pourquoi ça s'appelait Manhattan Project? Effectivement, pour ne pas dévoiler. Donc, c'est l'idée qu'on ne veut pas dévoiler l'horreur ou la réalité de ce qui se trame. Et ça a un nom tout à fait bureaucratique et prosaïque. C'est le Manhattan Project. Ce n'est pas la bombe atomique. C'est le Manhattan Project. Et le fait que ce soit Manhattan dans les deux cas, je pense que ce n'est pas du tout anodin. Je pense que Abrams a sans doute pensé à ce champ de trèfle de Central Park comme capsule de quelque chose qui pourrait être parfaitement anodin, c'est Cloverfield Experiment ou Experience, etc. Et que c'est un rideau de fumée. Et là, on est en plein dans la paranoïa et dans l'activation de la paranoïa. Tous les complotistes s'intéressent à des projets qui ont des noms comme ça, des noms apparemment anodins, des trucs Area 51, etc., etc. Enfin, des trucs totalement bureaucratiques du complexe militaro-industriel et qui en fait cachent des véritables horreurs. Donc, je pense qu'effectivement, c'est aussi comme l'autre niveau de ce jeu-là qui part du fait que là, il y a eu le Manhattan Project et que c'est un peu aussi l'origine de ces monstres de l'âge atomique, l'origine de cet imaginaire, etc. Donc, les niveaux d'interprétation, effectivement, sont très multiples, ce qui est une caractéristique à la fois du complotisme et à la fois des créateurs de l'âge complotiste, comme Abrams. Et je pense qu'effectivement, notre époque, elle va être depuis, bon, pour certains, depuis l'assassinat de Kennedy, mais disons que clairement depuis les années 90, où justement Abrams commence avec Alias et tout ça, avec des séries qui elles-mêmes sont déjà totalement
anxiogène et qui joue sur ces aspects labyrinthiques, je pense qu'on est dans l'âge du complot et que c'est les fictions de l'âge du complot. Ce qu'était X-Files. Au Oui, fond, la série X-Files, elle montrait l'apogée de cette affaire. On se perdait nous-mêmes. On voyait plus bien quel rôle jouait l'homme à la cigarette ouais. par rapport au FBI et par rapport au directeur Skinner, etc. On voyait plus du tout ce qu'il en. Enfin, on perdait on était nous-mêmes noyés dans la mise en scène d'un complot dont on ne voyait d'ailleurs ni les tenants ni les aboutissants. Et je pense que Cloverfield aurait peut-être mieux marché comme série. C'est-à-dire qu'en fait, si ça avait été conçu comme une véritable série, probablement dans la saison 2 ou 3 ou 4, il n'y aurait plus les monstres et on serait dans autre chose, puisque c'est le propre de toutes ces séries que, inévitablement, transformer les menaces. Ce qui est arrivé avec X-Files, c'est qu'à un moment, c'est les extraterrestres. Ensuite, on dit non, ce n'est pas les extraterrestres, c'est que c'est les humains qui sont en train de faire des expérimentations sur les gens, etc. Et puis à la fin, non, mais c'est quand même les extraterrestres. Enfin bon, c'est le jeu qu'on peut sans doute faire. Et Cloverfield était un peu parti, je pense, cet univers-là, en tant qu'univers, c'est un peu cette idée-là. C'est que Cloverfield n'est pas le monstre et que et que le monstre est peut-être un symptôme, est un épiphénomène qui nous semble monstrueux, mais de quelque chose de beaucoup plus monstrueux encore. Ce qui là encore est très Lovecraftien, c'est que chez Lovecraft, ce qui est monstrueux, c'est pas juste les monstres, mais c'est justement cette idée-là que nous ne connaissons absolument rien à l'univers et que nous sommes une sorte de blague de l'univers et que nous n'avons aucun contrôle sur d'où ces monstres viennent, etc. Lorraine? Moi, je voudrais rajouter à ce que vous venez de dire justement, sur le fait que c'est les aliens, puis c'est autre chose. Il y a aussi ce côté, moi j'y ai trouvé un petit peu du côté zombiesque quand, Marlena se fait mordre là par la bête et que, voilà, elle commence à se sentir pas bien, elle se met à saigner et en fait on l'emmène quelque part, elle a été infectée. Il y a toute cette question d'infection aussi qui laisse sous-tendre s'il y avait eu une série que ça aurait pu partir sur un côté zombiesque, un peu à la The Walking Dead où tout le monde allait finir par être transformé et où le feu allait finir par brûler et décomposer les zombies qui potentiellement. Et donc ça m'a juste fait penser à ça que je voulais rajouter dans votre analyse justement, ce côté zombiesque qui est semé vraiment d'une manière un petit peu ridicule où après Marlena explose comme ça et où on a l'impression que voilà, ça vient juste donner un petit truc en plus au film, alors que derrière, il y a vraiment toute une réflexion et une inspiration de Abraham sur le côté zombiesque et toute la série de Oui, Romero est derrière. oui, et ce qu'on disait avant des échelles, dans le sens que ça, c'est l'échelle du body horror, justement, qui est le corps comme lieu de manifestation du monstrueux, à l'inverse du cosmos. Juliette? Oui, moi je voulais revenir sur le fait que ça aurait peut-être mieux marché si ça avait été une série parce que c'est vrai que le succès s'est amoindri après le 2 puis le 3. Et quand on parle des films souvent à des personnes qui sont pas non plus spécialisées et qu'on dit que c'est Abrams, ils sont pas forcément au courant alors que c'est parfois des grands fans de Lost et voilà et de tout ce qu'il a pu faire. Et je pense que oui, en série, ça aurait peut-être mieux fonctionné et ça aurait pu durer dans le temps. Ben, en fait, oui, Plus. je pensais que c'est l'univers qui aurait marché en série. C'est-à-dire que l'idée du Cloververse, ça aurait marché en série et ce n'est pas en train de marcher vraiment en film. Mais comme vous disiez tantôt, il suffit qu'il y ait une nouvelle itération qui, elle, marche pour rembrayer toute la machine et déployer toutes ces virtualités. Mais c'est vrai qu'en tant qu'univers, les films restent mais intéressants dans le sens que c'est aussi leur point, leur choix, c'est de montrer un aspect très, très localisé de cette menace à chaque fois. Donc, dans ce sens-là, d'un point de vue esthétique, je pense que c'est une réussite comme projet. Mais par contre, le déploiement de l'univers, lui, il reste très tronqué et il ne se déploie pas dans, dans tout son potentiel. Donc, on invite Abrams à continuer, et Bad Robot peut-être plus qu'Abrams lui-même, à continuer à réfléchir sur ça.